Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. 19h11, merci de passer votre dimanche soir avec nous. Encore une fois, un bon courage. Allez, on se patiente tranquillement si on est en voiture. Pas la peine de s'énerver, vous serez bientôt chez vous. Bon courage à toutes et à tous. Vincent Roy, journaliste essayiste dans ce studio. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir également Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Guillaume Lariche. Oui, on roule doucement, on est calme. Et ce soir, on reçoit Adrien Nonjon, chercheur spécialiste de l'Ukraine et auteur de Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre, aux éditions du Cerf. Bonsoir monsieur Nonjon et merci d'être avec nous dans ce studio. Bien évidemment, ces 3 jours, j'ai envie de dire, qui vont peut-être marquer l'histoire depuis vendredi jusqu'à ce lundi donc de demain, vendredi 15 août, où les deux grands de la planète, Trump, recevaient Poutine avec les honneurs mérités ou pas, chacun verra midi à sa porte. Justement, pour vous, petit regard comme ça par rapport à ce qui s'est passé comme ça 48 heures après avoir digéré comme ça cette rencontre. Tout le monde a regardé, a été un petit peu surpris de ce passage. Il y a eu un avant et après The Beast, cette voiture des États-Unis, cette voiture du président où il y a eu une invitation, ça se passait bien, réception chaleureuse et après on est sorti et là a priori il y a peut-être un tournant qui s'est joué. Oui, bien sûr. Alors bon, je pense qu'au-delà des discours et des annonces qui ont été faites, il faut quand même rappeler que cette scène est assez intéressante. On est véritablement, à mon sens, dans une sorte de simulacre hollywoodien, digne d'un échange qui rappellerait celui de la guerre froide, notamment celui qui avait eu lieu à Reykjavik en Islande entre Gorbatchev et Ronald Reagan au sujet des bases du TNP. Mais je pense qu'il est difficile vraiment de prendre au départ au sérieux un petit peu cette rencontre qui n'avait d'autre finalité finalement que d'apporter une légitimité supplémentaire aux deux présidents. D'un côté, vous avez Donald Trump là qui surjoue la puissance américaine et même la puissance presque intimidante dans la mesure où il fait survoler ce fameux B2 au-dessus de Vladimir Poutine au moment où il le rencontre, le fait qu'il sert aux journalistes américains dans l'avion des côtelettes de Kiev par exemple vous avez les détails. Oui, voilà, et donc et puis surtout cette idée de génie diplomatique entre guillemets dans le sens où Donald Trump cherche à vraiment se présenter comme le dealer maker si vous voulez. Et puis de l'autre, vous avez la Russie qui elle a retrouvé par cette rencontre une légitimité, chose qu'elle recherche en fait, revenir sur la scène internationale malgré les sanctions, malgré le mandat d'arrêt sur Vladimir Poutine émis par la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs les maladresses de Trump l'ont un peu favorisé, que ça soit par 2 fois il a parlé de l'Alaska en disant je vais en Russie. Vous avez vu également le fait que Lavrov s'est montré avec un t-shirt SSSR, donc URSS. Chacun défend sa paroisse à Kremlin. Chacun défend sa paroisse, mais après il y a plusieurs lignes d'interprétation qu'on peut faire de cette rencontre. Adrien Nonjon, vous parlez de Trump comme un deal maker. Est-ce que ce serait pas justement un deal breaker ce rendez-vous de demain pour Zelensky? Est-ce qu'il n'y a pas une patate chaude sortie de derrière les fagots? Oui, j'emploie toutes les bonnes expressions pour en parler. Est-ce que ce ne sera pas un cadeau empoisonné qui va être fait demain à Zelensky, à Washington? Ce qui est surprenant, en tout cas, c'est le revirement de situation. On avait l'impression au départ que oui, Donald Trump avait épousé la vision qu'avaient les Ukrainiens ainsi que les Européens, celle de l'ultimatum, celle de la promesse de sanctions supplémentaires à l'encontre de la Russie. Néanmoins, on voit qu'il a reviré de situation. Ça me fait penser un peu, sans en faire totalement un parallèle, à ce qui s'était passé en mars 2007 entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine, où Nicolas Sarkozy était revenu un petit peu déstabilisé de cette rencontre. Là, je pense que ce qui se passe avec Donald Trump, c'est que celui-ci a été en quelque sorte, certains experts en tout cas le disent, c'est que il a été en quelque sorte manipulé ou en tout cas d'une certaine façon subjugué par Vladimir Poutine qui a dû lui faire un certain nombre de promesses. En réalité, on n'a pas forcément Certains évoquent plutôt l'idée qu'il serait peut-être sous le coup de dossier et un petit peu... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1987, on sait très bien que Donald Trump est en lien avec la Russie. Il n'a jamais caché d'ailleurs sa fascination pour l'URSS et puis d'une certaine façon l'autoritarisme incarné par Vladimir Poutine. Néanmoins,
il faut bien comprendre que le sort de l'Ukraine n'a pas été central dans ces discussions. Il a été surtout question peut-être de nouveaux accords économiques, de coopération dans le domaine spatial, dans le domaine énergétique, parce que c'est ça ce que cherche Donald Trump. Donald Trump, sa priorité, c'est pas forcément l'Europe et c'est encore moins l'Ukraine. Lui, ce qu'il cherche, c'est avant tout désolidariser la Russie d'ennemis qu'il juge beaucoup plus dangereux, à savoir la Chine, avec qui il est en lutte sur le plan commercial, mais également donc trouver des liens aussi par rapport à l'Inde et d'autres dossiers comme celui du Moyen-Orient qui est tout aussi épineux. Donc voilà ce qu'on peut vraiment dire. Il y a ce besoin de Trump de trouver de nouvelles portes de sortie. Il y a Alexandre Malafaille qui partage pas votre point de vue a priori. Non, c'est pas une question de le partager. C'est en fait, vous parlez d'un simulacre. Après, vous expliquez que en fait, Donald Trump a sans doute un problème de collusion avec la Russie, puisque depuis 87, parce qu'on dit qu'il y a des dossiers, que donc en clair, il serait entre les mains de Poutine. Et en même temps, vous parlez de ses buts à lui. Dire où il est manipulé, où il a aucune marge de manœuvre, et finalement c'est Poutine qui lui dicte ses quatre vérités, et donc le simulacre, c'est ça, c'est-à-dire qu'on assiste à une espèce de mise en scène, parce que derrière tout ça, c'est Poutine qui tire la partie, ou alors il y a une vraie discussion, et Trump mène quand même la barque ou pas. J'essaie de comprendre le propos. Non, parce que il faut bien comprendre en fait que Trump, indépendamment des apparences, est en quelque sorte mis en difficulté par les exigences russes. Il faut bien comprendre que la doctrine diplomatique russe ressemble aujourd'hui à celle qui avait pu être mise en place par Andrei Gromyko, qui était donc le vice-ministre des Affaires étrangères à l'époque de Staline, puis ensuite ambassadeur à Washington, où il s'agit finalement de dicter des exigences maximales qui ne peuvent être réalisé dans un court temps. Ce qui permet en fait à la Russie comme ça de pouvoir maximiser en tout cas ses gains territoriaux et éventuellement donc... Oui, ça c'est la doctrine Gromyko, demander le maximum, etc. Voilà, en fait on se place vraiment dans cette perspective-là, ce qui rend en fait Donald Trump, qui met Donald Trump dans une position extrêmement difficile, indépendamment des arguments de puissance. Il n'a pas de levier. Trump n'a pas de levier. Trump a très peu de levier jusqu'à présent. Bien sûr, on pourrait éventuellement parler de la question de l'énergie, on pourrait éventuellement parler de cela, mais non. Donald Trump cherche avant tout à favoriser, en tout cas, la puissance américaine. D'ailleurs, j'ajouterais aussi qu'il y a aussi un calendrier qui joue. Vladimir Poutine, c'est quand même le temps long, celui donc d'un président qui risque d'être en place jusqu'en 2036, tandis que Donald Trump a besoin de résultats immédiats en vue des midterms, sachant que sa base MAGA, elle, commence à le contester par rapport à son recul dans l'affaire Epstein. Donc, clairement, même si il faut en fait prendre tout cela avec beaucoup de prudence, et je pense qu'en réalité, on a eu affaire à une sorte, oui, de poudre aux yeux. Adrien Nongeron, vous êtes chercheur spécialiste de l'Ukraine, auteur de Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre. Vous répondez ce soir aux questions d'Europe 1 Soir Week-end par rapport notamment à cette rencontre que tout le monde va regarder demain de façon très attentionnée. Volodymyr Zelensky, réinvité à Washington. La dernière fois, ça s'était très très mal passé, on s'en souvient. Zelensky qui est un petit peu dos au mur. Il va être pas mal accompagné, pas mal soutenu, pas seul face au grand Trump. Il sera accompagné notamment de dirigeants européens comme le Premier ministre anglais ou notamment Emmanuel Macron. Macron pour qui Trump est pour la paix, mais en revanche pas trop Poutine a priori. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Vous pensez qu'il veut la capitulation de l'Ukraine? Bien sûr, je pense que Vladimir Poutine a cette envie, en tout cas, de neutraliser l'Ukraine sur tous les plans, à commencer sur le plan politique. D'ailleurs, ça fait partie des exigences qu'il a insidieusement rappelé à Donald Trump, c'est-à-dire que l'Ukraine déjà est une nation artificielle qui faisait partie de la Russie depuis le début, et que l'État ukrainien finalement est un pouvoir totalement illégitime. Donc non, à terme, la Russie cherche en tout cas à déstabiliser l'Ukraine et à en faire peut-être un régime semblable à celui qu'on peut observer en Géorgie, où vous avez un président qui est complètement soumis aux intérêts du Kremlin. Vincent Roy. Oui, est-ce que finalement demain, le président Zelensky ne vient-il pas prendre ses ordres ?
Je pense que non. Avant tout, Volodymyr Zelensky est celui qui incarne, bien entendu, sa nation ainsi que ses intérêts. Mais il faut bien se rendre compte que celui-ci est quand même dans une position extrêmement difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a besoin, en tout cas que les Européens lui prêteront assistance lundi, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que se reproduise le fameux échange du 28 janvier 2025 qui avait considérablement affaibli Volodymyr Zelensky et ses positions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Volodymyr Zelensky, face à Donald Trump, est vraiment dans une position de faiblesse. D'ailleurs, Donald Trump ne supporte pas Volodymyr Zelensky, il ne supporte pas ce que j'appelle à la suite de Christian Faure, donc la logocratie, c'est-à-dire la seule légitimité par le discours au plus gros nombre. Donc, ce qui peut ne pas exclure que Donald Trump s'impatiente et envisage peut-être un remplacement de Volodymyr Zelensky. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui avait pour mettre un gouvernement fantoche, justement. Alors pas forcément un gouvernement fantoche, mais quelqu'un qui serait capable, en tout cas, d'accepter le deal proposé par Donald Trump. Bon, en tout cas, Adrien Nonjon, je voudrais vous faire réécouter Emmanuel Macron qui compte lui présenter ses 3 messages demain à Washington devant Donald Trump. Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix. Le deuxième, de pouvoir ici rappeler qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. La troisième chose, c'est de faire le lien entre toute question territoriale et les garanties de sécurité. Alors, donc là, on a le chef de l'État français qui nous parle de paix, de territoire. Actuellement, les territoires, on a... J'ai envie de dire que les dés sont quasiment jetés, puisque on a un président américain qui serait prêt à pouvoir peut-être suivre, c'est ce qui se dit, plusieurs médias le rapportent, suivre les volontés de Vladimir Poutine, notamment avec cette région du Donbass. C'est pas un coup pour rien de venir demain, comme disait Vincent Roy, de venir prendre ses ordres, parce que là, on le sent peut-être bien épaulé et accompagné, mais c'est peut-être Volodymyr Zelensky et le reste de la cour va devoir rentrer et peut-être appliquer autre chose. Est-ce que c'est possible, là, ce que nous propose Emmanuel Macron ? Alors, ce que dit le président français est potentiellement envisageable. Encore faut-il que l'Europe ait les reins solides pour pouvoir assumer cette telle position. Bon, c'est vrai que dans les faits, quand on regarde aujourd'hui, l'Europe est la principale fournisseuse d'armes à l'Ukraine à hauteur de 20 milliards. Mais bon, quand on voit, c'est généralement, pour reprendre une expression assez populaire, on déshabille Jean pour habiller Jacques. Donc, il faut, en tout cas, ce besoin d'unité revendiqué par Emmanuel Macron et d'autres leaders européens est assez embryonnaire dans le sens où on a encore de problèmes pour assurer une capacité de défense et de production efficiente. On a des gros problèmes de budget. Et puis c'est vrai, par exemple, vous avez le Premier ministre polonais Donald Tusk qui dit qu'il faut unir les Européens. Encore faudrait-il constater quand même que nous avons encore des désaccords. Par exemple, au lendemain de la rencontre entre Trump et Poutine, vous avez quand même Viktor Orban, le leader hongrois, qui a applaudi en disant le monde est plus que jamais en sécurité désormais. Donc il va falloir, je pense, retravailler notre copie et faire émerger cette Europe puissance. Et j'ajouterais pour conclure qu'il faut pas lire ça avec un certain manichéisme. Oui, certains disent que les Européens ont la capacité de devenir une grande puissance, mais je pense qu'en même temps, il y a le rapport de force, il y a l'aspect réaliste de la chose qui fait qu'ils ne pourront pas non plus se désolidariser des États-Unis et couper les ponts. Europe 1 Soir Week-end, 19h24. Adrien Nonjon, chercheur spécialiste de l'Ukraine, et notre invité, Alexandre Malafaille, a une question pour vous. Oui, demain, est-ce que c'est pas un peu le bal des impuissants qui va accompagner Volodymyr Zelensky? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui peut sortir de la réunion de demain? On verra comment elle se déroule. Ça va être très intéressant puisque celle en Alaska ne s'est pas tout à fait déroulée comme c'était prévu. Mais au-delà du déroulé et des rebondissements possibles, concrètement, si Donald Trump dit à Zelensky, vous devez maintenant reconnaître les territoires qui ont été annexés, mais voilà, reconnaître les frontières. Si Zelensky refuse, et si Donald Trump, à ce moment-là, met ses menaces à exécution comme il l'a fait en début d'année, c'est-à-dire arrêt du renseignement, arrêt du soutien militaire, la suite c'est quoi? C'est grande mise en fragilité de l'Ukraine. Alors après, les Européens peuvent monter au créneau pour dire oui, mais non, c'est pas possible. Les valeurs, la morale, on a dit que l'intangibilité des frontières, etc. Mais Trump leur dira quoi? Leur dira, vous faites comment? Vous prenez vos responsabilités. Envoyez vos hommes, envoyez vos armes. Quels hommes, quelles armes? Concrètement, est-ce que le match n'est pas plié? Est-ce que le fait de faire un traité de paix, même s'il est coûteux sur un plan des principes, n'est pas la seule chose qui, à un moment donné, arrêtera la guerre?
Alors encore faudrait-il qu'il y ait volonté de faire un traité de paix. Jusqu'à présent, on parle quand même d'un cessez-le-feu ou avec un gel des combats. C'est parce qu'elles ne dit ni l'un ni l'autre. Les deux ont dit finalement il faut un traité de paix. C'est ce qu'on dit. C'est la position russe quand même qui est répétée et qui souhaite justement, en tout cas, stopper le conflit dans la mesure où quand même ce qui pèse sur la Russie aujourd'hui, ce sont les sanctions occidentales. La Russie est prête à tenir comme ça avec un gel pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, opérer de nouvelles offensives dans le futur. Donc c'est une sorte d'armistice qui ne tiendra pas très longtemps. En revanche, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites. Je pense que à mesure que ce conflit s'éternise, Trump, en tout cas, qui a d'autres objectifs en ce qui concerne la politique étrangère américaine, risque de s'en laver les mains et de redonner finalement l'initiative aux Européens, sachant très bien que ces derniers n'ont pas encore à ce stade tous les moyens pour affirmer leur puissance et s'affirmer face à Vladimir Poutine. Mais dans ce cas-là, c'est extrêmement cohérent en fait avec ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est-à-dire l'Amérique doit se concentrer sur ses propres affaires et sur d'autres points du monde qui sont beaucoup plus chauds. La rencontre de demain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une rencontre peut-être de toutes les promesses, on le verra bien. Vincent Roy, je vous en prie, vous aviez une question. Est-ce que ce n'est pas totalement contre-productif pour Volodymyr Zelensky de se déplacer avec Emmanuel Macron et monsieur le Premier ministre anglais? Est-ce que c'est pas contre-productif parce que si effectivement Donald Trump en venait à se fâcher, il affaiblirait totalement l'Ukraine. Et l'Europe est totalement impuissante. On a l'impression qu'à toute force, cette Europe, dans les conditions actuelles, veut absolument peser. Mais l'Europe ne fait absolument pas peur à Vladimir Poutine. Pour l'instant, comme je le disais, il y a une volonté. Vous dites pour l'instant, donc c'est-à-dire que l'Europe pourrait faire peur à Vladimir Poutine. Oui, l'Europe, si elle trouve finalement cette volonté de puissance. Que là, pour l'instant, on a l'impression plutôt que, d'après ce que dit Donald Trump, que l'Europe est là pour saboter les échanges. Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, ce que fait l'Europe aux côtés de Vladimir Zelensky, c'est rééquilibrer le format des négociations, parce que jusqu'à présent, en fait, en mettant de côté comme ça l'Ukraine et l'Europe, comme si ces dernières n'étaient pas du tout concernées par les tractations, eh bien ça déséquilibre complètement les relations. Et c'est d'ailleurs cette asymétrie qu'on observe dans la relation entre Trump et Poutine, eh bien permet à la Russie finalement de maximiser ses exigences et de pouvoir dicter le ton à suivre. Vincent Roy, reprenez, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que quelque chose, malgré tout, s'est noué entre, alors pour les raisons que vous évoquiez, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On a aussi le sentiment que quand même beaucoup de choses sont jouées. Je pense notamment au territoire. De toute façon, Vladimir Poutine ne les rendra pas. Et Vladimir Poutine, de surcroît, est tout à fait prêt à poursuivre la guerre. Pendant combien de temps, on n'en sait rien. Mais lui, il peut dire, non mais attendez, si personne ne se met d'accord... Jusqu'à ce que les sanctions affaiblissent l'économie russe et la rendent complètement caduque. Aujourd'hui, l'économie russe est quand même à l'agonie. On a quand même un taux d'inflation qui est énorme. La Russie a quand même épuisé l'ensemble de sa réserve fédérale, sans parler du coût humain. Bon, peut-être que les Russes aujourd'hui s'en fichent un petit peu de cela. Oui. En réalité, les dirigeants font preuve de cynisme. Pour eux, la Russie, avec 25 millions d'habitants, c'est amplement jouable. Néanmoins, non, ce sont des choses. Le temps aussi manque à Vladimir Poutine parce qu'il sait très bien qu'il est en train de perdre la guerre sur le plan économique. Et qu'est-ce que pensent les Ukrainiens ? Parce que finalement, personne ne se préoccupe de ce que pensent les Ukrainiens. Si on leur trouve une solution qui consiste à arrêter la guerre, et en leur promettant un avenir à peu près décent, je pense notamment à la protection américaine. Et ce sera le mot de la fin. À cette proposition de Trump de dire c'est pas l'OTAN, mais c'est un peu l'OTAN quand même. Je vous protège. Ça peut leur procurer un avenir avec un arrêt de la guerre, évidemment. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Poursuivons encore quelques minutes notre entretien avec Adrien Nonjon, chercheur spécialiste de l'Ukraine. Monsieur Nonjon, juste avant la pause des infos, Vincent Roy, vous posez une question. Oui, je posais la question de savoir ce que pensaient les Ukrainiens. Pourquoi je pose cette question ? Parce que quand Donald Trump dit
je pourrais vous protéger. Enfin, ce serait pas l'OTAN, mais enfin, je pourrais être là pour être certain que Monsieur Poutine ne recommence pas dans 15 jours ou 3 semaines ou dans 2 ans à vous envahir. Je pourrais éventuellement vous protéger. Ça peut satisfaire les Ukrainiens. L'arrêt de la guerre, évidemment, tout de suite, hein, c'est-à-dire l'arrêt du sacrifice des hommes et cette protection américaine. Ça peut ne pas plaire à Poutine. Ça, c'est un autre problème. Ça peut être un désaveu pour Vladimir Poutine, qui peut très mal prendre cette protection. Nous sommes d'accord, puisqu'il a demandé... J'allais dire en une phrase. Parce que précisément, il avait demandé à ce que en Ukraine, il n'y ait aucun accord militaire. Donc ça peut tout à fait lui disconvenir. Mais le peuple, lui... Les Ukrainiens, jusqu'à présent, en tout cas, ne veulent absolument, quand bien même ils soient extrêmement fatigués par cette guerre, ne souhaitent aucunement renoncer à ces territoires qui ont été annexés illégalement par la Russie et qui constituent le territoire historique de la nation ukrainienne. Cependant, il faut, pour l'instant, au regard des revirements multiples de Donald Trump, cette idée de protection américaine reste encore débattue. Il faut voir ce qui est proposé. Il faut qu'il y ait des garanties tangibles. Néanmoins, cette question des territoires va poser problème, en tout cas à Volodymyr Zelensky, parce qu'il joue en fait sa place en tant que chef. Si jamais il accepte ces concessions, vous êtes sûr que vous allez avoir en tout cas un certain nombre de vétérans qui vont se rassembler et demander sa destitution. Mais justement, à supposer qu'il n'ait pas le choix et qu'il accepte ces concessions, et que l'Ukraine dise finalement il vaut mieux faire la paix, parce qu'à un moment donné, voilà, le prix du sang, l'épuisement d'un pays tout entier, et puis l'absence de l'Europe en termes de capacité à soutenir militairement. On va pas envoyer les soldats pour l'instant, on peut envoyer encore quelques canons, mais voilà. Donc, à supposer que l'Ukraine dise, ok, nous, on est d'accord pour reconnaître les frontières et faire la paix. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, après toutes les positions qui ont été prises depuis 3 ans et demi, peut elle aussi reconnaître, pays par pays, les frontières et briser le sacro-saint de cette fameuse intangibilité des frontières? Est-ce qu'on est capable de franchir? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut dire, finalement, les frontières, c'est celle-là maintenant? Je pense que c'est trop tôt pour le dire, et si jamais ça devait être décrété là dans les jours à suivre, ce serait perçu comme une trahison par l'entièreté du peuple ukrainien. Et en revanche, si on parle vraiment d'un accord de paix, moi je suis prêt à parier que dans les années à venir, une fois que l'Ukraine se sera reconstruite, se sera réarmée, se sera modernisée, elle pourra profiter pour relancer des offensives. Non, c'est une guerre qui est partie pour durer encore très longtemps. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous verrons en tout cas demain en fonction de Donald Trump, parce que lui, s'il n'est pas de cet avis, il aimerait bien faire avancer les choses et la situation de la paix là-bas en Ukraine. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Adrien Nonjon, chercheur spécialiste de l'Ukraine. Je rappelle votre livre, Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Nonjon. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Bonsoir Gilles. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Et ensemble, on reçoit Anne Kratz, docteur en histoire et chercheuse au Quincy Institute of Washington. Bonsoir Madame Kratz. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir nous voir ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. On va passer un quart d'heure ensemble et on va essayer de démêler un petit peu ce qui pourrait se passer demain sans faire de spéculation, mais plutôt en essayant vraiment de se projeter. Trump qui a toujours voulu faire état de ses très bonnes relations avec Poutine. Il faut dire qu'elles remontent à loin, ces relations, pas tellement avec Poutine, mais ces relations plutôt avec la Russie qui remontent à très loin. En effet, effectivement, avant même que Trump ne soit élu la première fois, vous savez qu'il a fait plusieurs faillites et il se répandait dans les médias, parce qu'il était également présent dans tous les médias avec son show, en disant, vous savez, j'ai pas besoin des banques américaines, les banques russes me prêteront autant d'argent que je voudrais. Donc là, on a effectivement un lien qui ne s'oublie pas. C'est peut-être ça qui serait potentiellement dit dans la voiture et qui aurait peut-être fait changer le visage de Donald Trump lors de cette rencontre d'avant-hier où il y a eu un avant et après The Beast, le véhicule officiel du président de la République. Je ne sais pas s'ils ont évoqué les créances que certaines banques russes ont sur Trump. D'abord, je ne sais pas si elles en ont encore. Cette petite promenade a été extrêmement courte, mais il est vrai que Poutine peut s'exprimer en anglais. Donc, ils ont peut-être échangé quand même quelques mots qui ont été intéressants. Mais ça, on ne le sait pas, franchement. C'est pas du tout ce dont il s'agissait. Pas eu de transcription, ça restera dans le secret. Voilà. Pour vous, Anne Kratz, il y a un vrai objectif de la part de Donald Trump en recevant Vladimir Poutine, mais le président américain espérait retirer quelque chose de plus concret, au final, de la part du président russe, a priori.
Oui et non, parce qu'au départ, effectivement, Trump lui-même avait parlé d'un cessez-le-feu, et en même temps, la Maison-Blanche avait été assez précautionneuse en faisant dire par la porte-parole Caroline Leavitt qu'il s'agissait d'aller là-bas pour écouter, pour mieux comprendre, et donc, si vous voulez, il soufflait le chaud et le froid, et ils ont vraiment essayé de faire comprendre que peut-être il y aurait quelque chose, mais peut-être pas non plus. Donc, de ce point de vue-là, ils ont été assez habiles, je pense, au niveau de la communication de la Maison-Blanche. La communication de la Maison-Blanche étant évidemment destinée au premier chef, à l'électorat de Trump et au peuple américain en général, bien sûr. Alors justement, vous parlez de la communication, on a tous été attentifs à ces PLV, là, ces gros panneaux derrière Donald Trump. La Maison-Blanche n'avait pas pris de risque avant la rencontre Trump-Poutine, seulement une réunion pour mieux comprendre la situation, c'est ce qui a été dit. Et puis au final, tapis rouge, applaudissements pour Poutine, et puis de belles images, comme aime faire le président Trump. Oui, la mise en scène avait été théâtrale, et ça, au moins, apparemment, ils l'ont prévu à l'avance, parce que il y avait une estrade, il y avait des lettres énormes qui disaient Alaska 2025, le tapis rouge, etc. Donc, ça, c'était prévu. Ça fait partie du modus operandi de Trump, qui est un showman, vous savez, qui a eu une émission de télévision pendant des années et des années. Bon, certains auront été... Voulez-vous être mon associé, quelque chose comme oui, ça, c'est non? C'est ça. Oui. Ou je vous en... The Apprentice. Ouais, c'est ça. C'est plutôt d'embaucher quelqu'un, c'est ça. Oui. Hein. Puis en général, ça se terminait Fired. par... You're fired. Yes. À la porte. Donc, on ne sait pas exactement ce que Trump personnellement attendait véritablement de Poutine, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que ce meeting n'était pas seulement pour se parler de l'Ukraine, c'était aussi pour parler des relations russo-américaines, parce que vous savez que ça, c'est un des grands projets, non seulement de Trump, mais en fait de toute l'administration, et même depuis un certain temps. Ce qu'ils veulent, par-dessus tout, c'est de faire des affaires avec la Russie, par-dessus la tête des Européens en particulier, parce qu'ils voudraient, pour faire court, que la Russie puisse divorcer de la Chine. Bon, ça, c'est pour l'Amérique, c'est quelque chose de très très important, et ça a certainement été discuté. Alors, la preuve, il avait amené avec lui deux économistes, Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, et Howard Lutnick, qui est le secrétaire au commerce. Finalement, ces deux personnes n'ont pas parlé à Poutine lui-même. Elles ont peut-être discuté avec quelqu'un comme Dmitriev, qui est aussi un économiste et qui lui aussi parle parfaitement l'anglais. Au total, on a eu 3 heures de discussion. Ce qu'il en est sorti, on commence vraiment à le savoir un petit peu mieux maintenant. On l'a su déjà hier à midi, puisque moi-même j'ai eu l'occasion de dire sur un autre plateau que, paradoxalement, on s'acheminait vers une façon d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Tout le monde a levé les yeux au ciel, mais vous avez vu ce soir que c'est ce qui s'est passé. On ne va pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN complètement, mais il a été... Un parapluie américain. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très très important. C'est une concession qu'a faite Poutine, et c'est quelque chose qu'a obtenu Trump. Alors justement, par rapport à ce qui va se jouer demain, cette réunion entre Donald Trump et Zelensky, ça commence à parler, ça a fuité, comme on dit dans les médias. Donald Trump évoque simplement aujourd'hui de grands progrès avec la Russie. Son émissaire international, Steve Witkoff, lui, affirme que Washington et Moscou ont convenu de garanties de sécurité solides pour l'Ukraine, ce que vous venez d'évoquer. Que la Russie avait également fait des concessions territoriales concernant les 5 régions de l'Est ukrainien. En tout cas, depuis hier, Moscou entend prendre le contrôle total du Donbass. Ça, c'est un scénario qui pourrait possiblement être validé par Donald Trump. Vous confirmez ? Oui, alors là, il y aura évidemment des résistances, parce qu'en plus, il semblerait, ça c'est pas du tout sûr, il semblerait que Poutine revendique le Donbass dans son entier, c'est-à-dire y compris les territoires qu'il n'a pas encore conquis par la force. Alors ça serait quand même un petit peu demander un peu beaucoup, non seulement aux Ukrainiens, mais à la communauté internationale, parce que ça fait fi totalement du droit international. Et puis d'autre part, il propose, semble-t-il, d'échanger justement le Donbass pour des régions qu'il n'a même pas. Par exemple, il a dit je n'irai pas, je laisserai Kherson et Zaporizhzhia. Poutine n'est pas à Kherson. Les forces russes ne sont pas à Kherson. Elles ont été pendant 5 minutes, en quelque sorte, à Kherson. Elles ont été écartées par les Ukrainiens dès le départ. Et donc, vous savez, échanger quelque chose qu'ils ne possèdent pas, ça fait pas sens. Donc là, on est dans une situation que Zelensky ne pourra pas véritablement accepter, pourra pas vendre à son peuple. Mais ce qu'il faudra voir, c'est que quand les Européens
enfin, je m'avance peut-être. Vous vouliez peut-être me poser une question. Non, je vous en prie, continuez. Ce qu'il faudra voir, c'est que si les Européens y vont ensemble, parce que ça, c'est absolument essentiel. S'ils y vont et qu'ils commencent à vouloir chacun à parler à Trump, ça marchera pas. Oui, parce que demain, en fait, lors de la réunion à Washington, Volodymyr Zelensky va être accompagné de pas mal de dirigeants, notamment Emmanuel Macron, également Exactement. le Premier ministre anglais, Voilà. Oui. et d'autres personnalités politiques. Seulement, la Maison-Blanche a déjà annoncé que... Il ne faut pas que ça soit la cacophonie. Voilà, exactement. Il a déjà annoncé, Trump a déjà annoncé qu'il parlerait à Zelensky tout seul. Donc, après ou avant, je ne sais pas s'il parlera aux Européens après ou avant, mais il faut à ce moment-là que les Européens exigent, parce que s'ils forment un corps, ils pourront l'exiger, que cette garantie de sécurité avec quelque chose qui ressemble à l'article 5 de l'OTAN soit mise sur le papier, soit très détaillée. L'article 5 où on doit assistance si jamais un pays est menacé par un autre. Alors ça ne serait pas exactement ça, parce que sinon si c'était ça, l'Ukraine serait dans l'OTAN. Bon. Et ça, c'était la raison pour la guerre dès le départ de la part de Poutine. Donc, mais il faut que cet accord de sécurité soit non seulement extrêmement bien détaillé, et comprenne, si vous voulez, la participation des Européens. Nous sommes avec vous, Anne Kratz, docteur en histoire et chercheuse au Quincy Institute of Washington. Par rapport à cette rencontre entre justement Donald Trump et Volodymyr Zelensky, est-ce que demain, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vient prendre sa feuille de mission ? Oui, j'en ai peur un peu. Est-ce qu'il a des leviers, lui, pour pouvoir discuter, ou juste de dire, bien écoutez, si Donald Trump c'est un faiseur de deal, un deal maker, est-ce que lui, il a la possibilité de pouvoir négocier avec celui qui entend négocier avec Poutine ? Je pense que ça sera très difficile pour lui. C'est pour ça qu'il y va avec derrière un escadron de leaders européens, parce que tout seul, ça serait très difficile. Je crois que la religion de Trump est faite, comme on dit, si je peux utiliser cette expression. Et la religion de Trump, c'est il faut que cette guerre s'arrête. Il a été élu pour ça, n'oublions pas. Il a été élu, entre autres éléments, mais un des éléments très importants pour le peuple américain, c'est il n'y aura pas de guerre sous ma présidence. Il n'y aura pas de soldats américains à l'étranger. Et il n'y aura pas d'implication du peuple américain dans la guerre d'Ukraine. Donc là, c'est une promesse de campagne. D'un autre côté, il y a évidemment, comment dirais-je, il est obligé de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, bien entendu, pas seulement son électorat, mais aussi ceux qui sont contre lui. Parce que à cause des élections qui arrivent très bientôt, comme vous le savez, donc la majorité à la Chambre des représentants, pardon, est très ténu, donc il peut pas se permettre d'antagoniser la proportion des Américains qui pensent et notamment la proportion des démocrates qui pensent qu'ils devraient continuer à aider l'Ukraine jusqu'au point où la Russie se retirerait des terres ukrainiennes, ce qui est peu probable. Anne Kratz, Gilles Boutin, une question pour vous. Oui, vous avez fort judicieusement rappelé que la perspective d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était l'une des raisons invoquées par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Cependant, on est tenté de douter lorsqu'on entend cette proposition d'un simili article 5 pour protéger l'Ukraine, car si ce n'est pas une entrée dans l'OTAN, ça ressemble fortement à une espèce de partenariat avec l'OTAN, ce qui est propre à exaspérer un Poutine. Et on sait aussi que ses buts de guerre initiaux étaient d'aller à Kiev et de faire tomber le régime. Qu'est-ce qui permet de penser que Vladimir Poutine, à l'aune de ces discussions techniques, est devenu raisonnable, entre guillemets? C'est-à-dire que il est redevenu raisonnable en quelque sorte, puisqu'il a fait cette concession selon les Américains, et ils lui ont arraché cette concession, mais Poutine n'aura pas le choix si les Américains, justement, mettent sur le papier cette garantie de sécurité de façon extrêmement précise, comme je disais tout à l'heure, de sorte que si Poutine était tenté de faire fi de cette garantie de sécurité, bon, à ce moment-là, les Américains seraient obligés de faire quelque chose. Donc, si vous voulez, ça marche dans les deux sens. On n'est pas obligé de faire confiance en tant que tel à Poutine, mais on est obligé de faire confiance, dans ce cas précis, aux Américains.
Anne Kratz, on sait que Vladimir Poutine veut la tête de Zelensky. Est-ce que justement le président ukrainien a encore sa place à la tête de l'Ukraine ou est-ce qu'il va devoir sauter? Ça, ce serait donc une obligation. Apparemment, on ne sait pas si Poutine a demandé cela à Witkoff ou à Trump. C'est évidemment inacceptable comme demande. D'un autre côté, pour être absolument... comment dirais-je, je ne veux pas dire cynique, mais enfin, pour voir la réalité comme elle est, il y a déjà quand même pas mal de gens en Ukraine qui voudraient bien prendre la place de Zelensky, notamment le maire de Kiev, qui avait été écarté lors de Maïdan. Et puis, il y a aussi le moment qui approche pour Zelensky d'être à bout de souffle. Il a montré un courage extraordinaire, il s'est montré un leader extraordinairement capable pour son peuple, mais il y a un moment où, si vous voulez, ça devient très difficile de résister aux forces qui sont les forces russes et les forces américaines. Je ne parle même pas des forces militaires, mais des forces psychologiques. Donc, je ne prédis pas que cela va arriver, et je ne l'espère pas pour Zelensky lui-même, mais à un moment donné, la fatigue énorme, et comme je vous le disais, les pressions qui se font sentir de plus en plus fortes à l'intérieur de l'Ukraine elle-même, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est entièrement d'accord avec la gestion de Zelensky, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, comme dans n'importe quelle démocratie. Donc je ne sais pas, je suis en train de vous dire, c'est une spéculation, c'est même pas une hypothèse. En tout cas, pour le président Macron, lui, c'est pas une spéculation, il entend bien et il affirme haut et fort qu'il souhaite la paix dans l'intérêt de tous les Européens. On l'écoute. Nous voulons la paix, une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. Je salue la volonté du président Trump de vouloir la paix, je salue son engagement personnel, et nous allons demain justement clarifier tout cela, mais il est évident que tout ça doit se faire conformément au droit international, c'est notre rôle à tous, et surtout le président Trump l'a rappelé lui-même, les seuls qui peuvent parler des territoires ukrainiens sont les autorités ukrainiennes, et en l'espèce, le président Zelensky. Anne Kratz, on a là le chef de l'État français qui met sur la table pas mal de choses. Il parle du retour des enfants qui ont été enlevés, il parle des droits territoriaux de l'Ukraine. Mais est-ce que vraiment on peut estimer pouvoir discuter? C'est ça le problème. Actuellement, c'est un petit peu point mort. Oui, c'est un peu difficile pour les Européens de pouvoir discuter parce que quelle est l'alternative? S'ils pouvaient dire à M. Trump et à M. Poutine et à M. Zelensky, bon, vous nous écoutez pas, on va prendre la place des Américains, on va vous fournir toutes les armes dont vous avez besoin, l'argent dont vous avez besoin, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à bouter les Russes hors de l'Ukraine. Mais c'est pas possible, parce que pour le moment, en tout cas, pour le moment, les Européens n'ont pas les armes, ils sont obligés de les acheter aux États-Unis, et même aux États-Unis, le Pentagone est toujours en train de se plaindre en poussant les hauts cris, mais on n'a plus d'armes, on n'a plus assez d'armes, etc. Il y a la Chine qui nous attend, et donc on n'a pas assez d'armes pour livrer à l'Ukraine. Les Allemands veulent bien payer pour 2 ou 3 Patriots pour l'Ukraine, mais les Patriots, ça ne sert pas tant que ça à l'Ukraine, parce que les Patriots, c'est bien pour les missiles, mais les Patriots n'interceptent pas les drones. Et on est dans une guerre de drones maintenant, extrêmement... il y a des milliers de drones qui sont échangés tous les jours, pratiquement, entre l'Ukraine et la Russie. Donc, les Européens sont dans une position extrêmement difficile. Elle est encore plus difficile dans le sens où, quel que soit le résultat de ces consultations, ça va coûter cher à l'Europe. On est encore dans la spéculation, ce sera ma dernière question. Anne Kratz, est-ce que vous voyez une issue à ce conflit dans un avenir proche, avant la fin de l'année, ou alors la guerre est partie pour encore durer, peut-être à faible intensité, mais longtemps? Écoutez, les Ukrainiens eux-mêmes et les Européens sont plutôt disposés à continuer la guerre, mais le problème, c'est simplement que les Ukrainiens n'ont pas les hommes, ils n'ont même pas seulement toutes les armes qu'il leur faut, mais ils n'ont pas assez d'hommes,
Et la Russie, malgré tout, peut encore aligner beaucoup d'hommes. Et c'est ça qui compte sur un champ de bataille. C'est les hommes qu'on peut aligner. Merci beaucoup Anne Kratz, docteur en histoire et chercheuse au Quincy Institute de Washington. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.